Salut à tous et bienvenue dans 28 minutes samedi avec ce soir Alice Zeniter aux commandes. Bonsoir Alice Zeniter, ravi de vous accueillir. Ce soir, c'est vous qui tenez la plume. Alors, vos romans, ils plongent leurs racines dans le réel. Et bien justement, on va passer ensemble en revue l'actualité de la semaine. Tout de suite, on jette un coup d'œil au sommaire. On y va. Alice Zeniter, auteur précoce, vous écrivez depuis l'âge de 13 ans et cumulez la reconnaissance du public et celle des jurys littéraires. De la Kabylie à l'Ohio, vous racontez des destins complexes et déchirés et vous adressez aussi bien aux adultes qu'aux plus jeunes qui sont souvent, à vos yeux, plus lucides que leurs aînés. Avec vous, nous évoquerons la controverse autour de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. Emmanuel Macron a fixé un objectif de 5 ans, mais est-ce bien raisonnable et comment faire? Avec quels matériaux et quel savoir-faire? Doit-on rebâtir à l'identique ou s'accorder quelques libertés novatrices? Puis nous nous pencherons sur les sulfureux amis de la France au Proche-Orient. Une fuite a révélé cette semaine que les armes que nous vendons à l'Arabie Saoudite seraient utilisées dans la guerre au Yémen. Alors doit-on continuer de commercer sans réserve avec Riyad, comme avec l'Égypte du maréchal Sissi? Pourquoi sommes-nous si complaisants avec les tyrans du Proche-Orient? On en débattra. Et puis nous retrouverons les petits plaisirs de l'inimitable François Simon et les chroniques décapantes de Marie Bonisseau et Jean-Mathieu Pernin. 28 minutes samedi, c'est parti pour un petit tour de l'actualité de la semaine avec Caroline Brouet. Bon, bien sûr, bonsoir Caroline. Bonsoir Renaud. Bienvenue. Merci. Quel plaisir de vous retrouver. Moi aussi. Côté petit chapeau en rouge. Attention, il y a le grand méchant loup à côté, Jean-Mathieu Pernin. Bonsoir. Salut Jean-Mathieu. Bien sûr, ouais, bienvenue. Ravi de vous retrouver vous aussi. Et comme chaque semaine, un invité va donc nous apporter son regard sur cette actualité. Ce soir, c'est vous, Alice Zeniter. Bienvenue, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Merci. Alors Alice Zeniter, bien sûr, vous êtes écrivaine, dramaturge, metteuse en scène. Votre livre « L'art de perdre », qui vous avait valu le prix Goncourt des lycéens, vient de paraître en poche. Et vous sortez un nouveau roman, Home Sweet Home, que voici, paru aux éditions de l'École des loisirs. Ce nouveau roman, il nous emmène aux États-Unis. On est en 2008, juste après le krach de 2008. On est dans la région des Grands Lacs, dans l'Ohio. Tout est à reconstruire. C'est une histoire de jeunes, une histoire qui s'adresse d'ailleurs d'abord aussi à des jeunes, d'abord à des adolescents. Et vous, justement, Alice Zeniter, vous avez commencé à écrire, mais vraiment très très jeune. Je crois que vous aviez 13 ans et que vous avez commencé à écrire en cachette pendant vos cours de physique, en cachette du prof. Est-ce que c'est vraiment un bon exemple à donner à la jeunesse? Oui. Vraiment? Vous êtes sûr? Oui, l'idée pas forcément le fait de se cacher pour faire des choses, mais l'idée que les marges d'un cours de physique puissent contenir des bribes de romans, je pense que c'est une belle chose. C'est que ça change notre regard sur la physique. Ça peut marcher dans d'autres matières aussi. Ça peut tout à fait. On peut faire l'inverse. J'imagine que les marges de cours de français peuvent contenir des équations de physique et j'encourage aussi tout le monde à le faire. C'est vrai, ça peut aussi faire rêver. Vous avez raison. Alice Zeniter, on va tout de suite regarder votre portrait. C'est la plume de Philippe Ridet qui vous a croqué. On regarde. Ma chère Alice Zeniter, vous entendez ce vent qui souffle dans cette forêt, forcément sombre et profonde, la forêt comme dans les contes? C'est vous qui l'avez raconté. C'est après le déménagement de votre famille de la région parisienne pour une maison sartoise entourée de grands arbres que vous avez commencé à vous raconter des histoires. Finalement, une vocation, ça tient à presque rien. À 7 ans, vous réécrivez la fin des romans qui ne vous plaisent pas. À 10, vous rencontrez une écrivaine en chair et en os. À 15, vous publiez votre premier livre. Le narrateur, il parle à la première personne et j'ai mis beaucoup de moi dans la façon qu'il a de pas dire ce qu'il pense. Après Normal Sup, vous partez enseigner à Budapest. Même si, dites-vous, la notion de racine ne vous est pas familière, vous consacrez votre premier voyage à l'Algérie où votre père est né. Enfant, il vous est bien arrivé de vous sentir comme l'arabe de service. Pour autant, il ne faut surtout pas vous prendre comme un symbole de l'intégration réussie. Les cases, ça n'est pas votre genre. Vos livres en attestent. Un sur un mariage blanc entre une jeune fille d'origine algérienne et un Malien, un autre sur une famille bourgeoise de Budapest, un carton avec L'art de perdre consacré à l'Algérie, et aujourd'hui, un roman pour ados. Ce qui m'intéresse le plus, au fond, en fait, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on se construit en tant qu'être humain. Le vent, dans les grands arbres de votre enfance, vous a poussé dans le dos. À 33 ans, votre to-do list est déjà bien remplie puisque vous êtes aussi dramaturge, comédienne, scénariste, directrice de troupe de théâtre, et qu'en seulement 4 romans, vous avez raflé 17 prix littéraires. Du coup, chère Alice, on vous propose un titre pour résumer votre trajectoire. L'art de gagner, par exemple. Ça vous irait? Allez, vendu. Ça vous va comme titre? Non, je suis pas pour un esprit de la gagne. Je trouve qu'il y a
une grande violence et une grande vulgarité à vouloir toujours tout gagner. Alors, socialement, vous vous définissez comme transclasse. Vous dites « je suis transclasse et je suis moi-même fille de transclasse ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que mon père est quelqu'un qui a voyagé vraiment d'un milieu social à un autre dans une durée assez courte, pendant, disons, en 20 ans, et que moi-même, j'ai fait un voyage de classe, c'est-à-dire mon arrivée à Normal Sup, et même avant en prépa, elle n'était pas du tout évidente, en fait. J'ai atterri dans une société dont je n'avais pas les codes. Mais qui n'est pas programmé pour ça. Non, et quand justement dans le portrait on entend le terme d'intégration, mon intégration, elle a été faite à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où j'ai réalisé que vraiment ce milieu, je ne le connaissais pas, j'arrêtais pas de dire des bêtises, les gens ricanaient, je me tenais pas comme il faut, j'avais pas les attitudes que doit avoir une jeune fille de bonne société. Donc il fallait tout apprendre ou alors décider d'être en permanence comme un nez rouge, quoi. Donc oui, je suis transclasse. Il y a pas mal de termes qui vous heurtent ou qui peuvent vous agacer. On entend la gagne, justement ce mot d'intégration. Il y a un autre mot qui vous vient aussi d'ailleurs de votre famille, c'est le mot harki. Pourquoi il vous vient de votre famille? Parce que votre père était kabyle. Votre grand-père a dû fuir, comme dans l'art de perdre, le grand-père a dû fuir l'Algérie parce qu'il était harki. Et c'est un mot que vous n'aimez pas. Pourquoi? C'est le mot en lui-même, c'est ce qu'il recouvre? C'est un mot que j'aime pas parce que je considère qu'il échoue à faire ce que devraient faire les noms. C'est-à-dire qu'au lieu de préciser en nommant, il étouffe. On a utilisé le mot harki pour désigner en fait une population très très vaste qui n'était absolument pas harki, puisque à la base, si harki a un sens, c'est membre d'une arca. Et donc à partir du moment où on a utilisé le mot pour dire... Arca, qu'est-ce que c'est une arca? C'est un détachement paramilitaire rattaché à l'armée française. Donc à partir du moment où on a dit en fait on appellera harki tous ceux qui sont arrivés en 62 parce qu'ils ne pouvaient pas rester dans l'Algérie indépendante, donc tous ceux qui sont considérés comme pro-français ou qui appartenaient à des mouvances indépendantes qui n'étaient pas le FLN, et puis non seulement les hommes mais aussi leurs femmes, aussi leurs enfants. Donc le mot qui doit à la base désigner une activité devient transmissible par le mariage, par le sang. C'est un mot qui ne veut plus rien dire. Justement, vous, évidemment, votre famille ensuite n'est pas retournée en Algérie. Vous n'y êtes allé que très récemment, dans les années 2010, 2011, 2013. Quel regard vous portez aujourd'hui sur les événements qui se sont déroulés ces dernières semaines et qui vont encore se dérouler au moins jusqu'à l'élection et au-delà? Le départ de Bouteflika, les manifestations, la jeunesse algérienne dans la rue qui réclame davantage de démocratie? Évidemment, c'est un mouvement que je trouve très beau. C'est un mouvement que je trouve d'autant plus beau que l'Algérie, au sortir de la décennie noire, elle a été marquée par ça. La dernière manifestation monstre en 2001, elle est réprimée dans le sang. Donc moi, je pense aussi au courage des gens qui, à la première manifestation, sont sortis en ne sachant pas si l'armée allait tirer et en se disant que quand même, ils y allaient, il fallait descendre dans la rue, il fallait contester ce pouvoir qui avait gangréné le pays, c'est ce qu'on entend assez souvent, qui finalement avait volé le mythe de l'indépendance. On va continuer à parler de votre histoire, Alice Zeniter, avec une archive que vous avez trouvée, Caroline. Une archive qui va vous rappeler des souvenirs, vous allez voir. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans votre vie, qui a peut-être même, on pourrait dire, déterminé la suite de votre carrière, parce que vous étiez toute jeune, écrivaine en herbe, toute petite, et c'est elle qui vous a donné des conseils sur la façon dont vous pourriez être publiée plus tard. Elle vous a même peut-être considéré déjà comme une consoeur. Elle était écrivaine elle-même, j'en parle au passé parce qu'elle est morte en 2004. Elle était auteure de plusieurs romans, dont Retour à Alger, dont elle parle dans cette interview qu'on va voir en 1988, c'est Djeva Kaban. Regardez-la. Alors ce livre, qui est mon 3e roman, est l'histoire d'un voyage à Alger. Alors est-ce que ce roman est autobiographique? Totalement autobiographique en ce qui concerne la passion de la narratrice pour l'Algérie. Qui est la vôtre également? C'est ma passion. D'autre part, autobiographique parce que ce pays me concerne totalement. Vous vivez aussi, je crois, avec quelqu'un qui a beaucoup vécu en Algérie. Oui, mon mari est un rapatrié, donc quelqu'un qui a perdu Alger. Alice Zeniter, s'il n'y avait pas eu cette rencontre, les choses auraient pu être différentes, vous pensez? Je pense que oui, parce que vraiment... Djeva, donc, que j'ai rencontré quand j'étais en CM2 et à qui j'avais dit que je voulais écrire, m'a donné des conseils de publication. Et elle m'a vraiment
traitée comme quelqu'un qui disait très sérieusement qu'elle voulait écrire. Bon, elle m'a donné d'abord ce conseil extrêmement utile qui était qu'il fallait que je réussisse à finir un texte, puisque j'en avais commencé des dizaines et je finissais jamais rien. Et elle m'a dit c'est quand même ça le premier but, de réussir à finir quelque chose. Et ensuite, elle m'a donné des conseils qui étaient tellement précis et ça avait l'air tellement simple que pour moi, ça n'a jamais été une montagne. Je me suis jamais dit la publication est un horizon terrible, effrayant. Je me suis toujours dit non, je ferai comme Géva a dit, quand je finirai un texte, j'irai dans une librairie, je regarderai qui publie les livres que j'aime, je ferai une liste et j'enverrai à ces gens-là. Oui, non, je pense que c'était ça le conseil et ça a été possible. Jean-Mathieu. Alors justement, j'ai lu quelque part que vous vous définissiez politiquement avec une tendance assez particulière, c'est le ça-va-pétisme, c'est-à-dire ça va péter, en gros. C'est-à-dire que vous attendez ça avec impatience, que ça pète ? Alors non, c'est pas ma définition politique, c'était dans l'émission C'est politique avec Pablo Servini. On parlait uniquement de l'attitude qu'on pouvait avoir face à l'annonce de l'effondrement. D'accord. Vous, ça vous fait pas peur ? Si, évidemment, il y a une part de moi qui pense que des choses terribles vont arriver. Et en même temps, c'est un bouleversement de l'ordre des choses qui ne me convient pas, ou en tout cas qui est loin de me convenir entièrement. Et donc, dans ce bouleversement, comme dans la crise des subprimes dont il est question dans Home Sweet Home, il y a aussi, par la brèche qui s'ouvre, la possibilité de reconstruire quelque chose. Et justement, dans Home Sweet Home, il y a la tentative de reconstruire quelque chose. C'est un livre c'est une histoire d'adolescent, et c'est un livre qui s'adresse d'abord aux adolescents aussi. Est-ce que c'est différent d'écrire pour des jeunes ? Est-ce que c'est plus difficile ? Est-ce que c'est plus différent d'écrire pour un public plutôt plus jeune qu'un public adulte ? Vous dites souvent que les ados, les jeunes sont plus lucides peut-être que leurs aînés ? Non, disons que ce qu'on montrait, donc avec Antoine Filias, avec qui j'ai coécrit le livre, ce qu'on montrait dans Home Sweet Home, c'était que chaque tranche d'âge a ses fictions. Et que là, en l'occurrence, pendant la crise des subprimes, ce qui s'est révélé, c'est que les adultes avaient vécu dans une fiction qui était celle du rêve américain et qui n'était pas beaucoup plus crédible que celle du Père Noël, en fait. Ces populations pauvres de Slavic Village qui imaginaient que le système capitaliste américain allait leur permettre de devenir propriétaire et puis de devenir, qui sait, riche, millionnaire, etc. En fait, ont vu s'effondrer entre leurs mains tout ce système des emprunts, etc. Et donc, finalement, les enfants ont au moins l'avantage de se douter que leurs fictions sont des fictions et de pas asséner qu'elles sont des vérités. Et ça, je trouve ça extrêmement touchant, extrêmement intéressant. C'est en ce sens qu'ils ont parfois du recul justement sur le réel. On va en parler tout de suite du réel. On va se pencher sur un premier dossier d'actualité, Alice Zéniter. C'est un sujet que vous avez choisi. Il s'agit de Notre-Dame, de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et de cette question, comment reconstruire cette cathédrale, sur quel modèle, à quel rythme. Tout de suite, on regarde les images de cette controverse. Concernant Notre-Dame, l'information de ces dernières heures, c'est ce cap fixé par Emmanuel Macron. Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. 5 ans à un pari très loin d'être gagné. 5 ans, Jean-Michel Wilmotte, est-ce que ça vous semble tenable ? Effectivement, 5 ans, c'est tout à fait tenable dans la mesure où on fait un bon choix technologique. La question est de savoir s'il faut remplacer la flèche du 19e siècle à l'identique ou s'il faut en construire une nouvelle, adaptée aux techniques et aux enjeux de notre époque. Une restauration d'ampleur qui pourrait coûter plusieurs centaines de millions d'euros selon les professionnels des monuments historiques et durer près de 15 ans. Et voilà donc un nouveau défi historique. Caroline. On le voit, la querelle des anciens et des modernes est ravivée, tant sur la question de la durée des travaux que sur le comment il faut faire. Et donc nous avons sollicité l'avis d'un expert, chef, mais si, François Chatillon, vous êtes architecte en chef des monuments historiques. Mais d'abord une question pour notre invité du soir, Alice Zéniter. Pourquoi ce sujet de Notre-Dame, même si vous ne nous avez pas tant étonné que ça à choisir ce sujet de la semaine? Qu'est-ce qui vous interpelle? Il y a quelque chose d'assez étrange pour moi. Donc évidemment, il y a les premières images, enfin, de voir Notre-Dame détruite alors que il y a une sorte d'éternité, enfin, du monument. Et donc j'imaginais pas en fait la temporalité très très longue de Notre-Dame. J'imaginais pas la voir recoupée, une sorte de présent comme ça, très intense et très violent. Et puis après surtout, c'est la suite, moi, qui
qui m'a interpellée, c'est-à-dire cette question d'une union nationale appelée par le président autour de la reconstruction de Notre-Dame, et où je me dis, je ne suis pas sûre de bien comprendre ce qu'est une union nationale sur la reconstruction d'un monument. Cette phrase du Premier ministre, je crois, qui a été citée dans le sujet, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est une flèche de cathédrale adaptée aux enjeux et techniques de notre époque? Je ne comprends pas. Là, pour moi, il se joue quelque chose d'une sorte de novlangue un peu terrifiante. Alors justement, François Chatillon, vous allez nous éclairer, puisque c'est un grand enjeu, cette reconstruction de Notre-Dame, qui est aussi d'ailleurs historiquement la cathédrale du peuple. Victor Hugo nous l'a mieux que d'autres magnifié. Il y a toute une question, un débat qui s'est ouvert. Déjà, c'est est-ce qu'il faut reconstruire sur le même modèle, avec une forme de nostalgie de l'ancien, ou est-ce qu'il faut faire preuve d'imagination, ne pas avoir peur de s'accorder quelques libertés novatrices? C'est pas un nouveau pan de fort heureusement. Voilà. Donc est-ce qu'on copie l'ancien ou est-ce qu'on cherche à inventer le moderne? Écoutez, c'est une question. D'abord, c'est pas une question moderne, c'est une question très ancienne, puisque dans l'histoire de l'architecture et dans l'histoire du patrimoine et de la restauration du patrimoine, c'est une question récurrente et qui a eu des réponses différentes selon les époques. Je vous donne un exemple extrêmement simple. La cathédrale de Châlons-en-Champagne, qui est une magnifique cathédrale, qui n'a jamais été achevée, qui a été achevée au XVIIe siècle, et quand il s'est agi de finir les travées de la cathédrale, on a choisi de les faire strictement à l'identique des travées du XIIIe siècle, mais pour le massif occidental, c'est-à-dire la façade, en même temps, dans la même opération, on a dit on va faire une façade au goût du jour, une façade baroque. Voilà donc un débat qui n'est pas nouveau, qui est extrêmement sain, mais ce que je trouve extrêmement malsain dans ce débat, c'est qu'immédiatement, ça devient un débat privatisé par la politique au mauvais sens du terme, alors que c'est Eh bien, vous voyez bien que les identitaires prennent un parti, qui est celui de la restauration à l'identique, et qu'il y aurait un parti des modernes qui serait le contraire, comme si le débat n'était pas beaucoup plus riche que ça, beaucoup plus intéressant que ça, et comme s'il fallait toujours rabattre le patrimoine sur une question identitaire. Vous voulez dire qu'entre l'identique et le futurisme, il peut y avoir 1000 façons de faire et que ça n'a pas tellement de sens de... Je dis qu'il y a toujours eu 1000 façons de faire, qu'elles ont toutes des légitimités, qu'elles interpellent la collectivité entière, pas seulement les architectes parlent, mais les architectes ne sont pas plus habilités que les autres à parler de cette question fondamentale, les philosophes doivent parler, les auteurs doivent parler, les intellectuels doivent parler, c'est une question qui concerne la société plus que l'architecture. Regardez François Chatillon, on va montrer l'image de la proposition d'un architecte parisien, Alexandre Chassan, pour remplacer donc la fameuse flèche de Viollet-le-Duc. Qu'est-ce que vous pensez de cette suggestion, de cette novation? Je pense une chose. Vous savez que dans les nous de la flèche, il y avait les apôtres. Et dans les 12 apôtres, il y en a un qui est Viollet-le-Duc. C'est dommage qu'on n'ait pas l'image. Et Viollet-le-Duc, c'est représenté en se retournant pour regarder sa flèche. La question que je me pose, c'est faudra-t-il lui bander les yeux? Voilà la question que je me pose. On voit que ce délai de 5 ans, comme par hasard, il correspond aux Jeux Olympiques de 2024. Est-ce que vous pensez qu'aussi, on reconstruit dans l'optique finalement d'offrir aux touristes l'identique en permanence, c'est-à-dire le fantasme qu'on a de... Je ne le souhaite pas, mais moi je n'ai pas interprété les paroles du président de la République et du Premier ministre comme ça. Je me suis dit, bon ben voilà, on avait une mère, une grand-mère à l'EHPAD, on s'en occupait pas trop, elle a eu un énorme accident, toute la famille est là, les riches, les pauvres, on est dans la salle d'attente, le directeur de l'hôpital vient, il nous dit, écoutez, dans 5 ans elle va être debout. Je dis magnifique. J'y crois pas trop, mais je suis content qu'ils me disent 5 ans. Si ça prend 6, 7, 8, je ne m'en voudrais pas. Mais je suis content qu'ils me disent qu'on s'y mette au boulot tout de suite. Et aujourd'hui, justement, pour se mettre au boulot, on a assez en France de tailleurs de pierre, de couvreurs, de charpentiers. Mais oui. Et qui savent faire? Mais oui. On a un savoir-faire qui s'est transmis de génération en génération? Alors, bien sûr, on peut toujours déplorer le manque de moyens sur le patrimoine, qui est une réalité. Mais c'est très difficile de vouloir à la fois payer moins d'impôts et vouloir payer les restaurations du patrimoine qui sont extrêmement coûteuses. Donc, il y a des priorités. On peut toujours... C'est de bon jeu de dire qu'il manque de main-d'œuvre et tout. Mais ce qui serait d'un très mauvais jeu, c'est d'opposer des entreprises, des monuments historiques qui seraient des gens un petit peu arriérés avec des rabots, et ça, avec des entreprises modernes qui seraient capables de faire en 5 ans ce que les autres ne sont pas capables. Les entreprises de monuments historiques maîtrisent des techniques beaucoup plus modernes que les entreprises traditionnelles, parce qu'on ne restaure pas les monuments historiques avec des bouts de bois. On n'est pas obligé de recourir aux mêmes matériaux qu'autrefois, aux mêmes matériaux qu'au Moyen-Âge ou qu'au XIXe siècle même. C'est pas les matériaux qui comptent, c'est pas la technique qui compte, c'est l'attitude intellectuelle qu'on a, c'est-à-dire le respect, la patience, l'humilité, l'anonymat,
qui sont les choses fondamentales de ce genre d'œuvre. C'est ça qui est en jeu. Après, on peut toujours penser donc 5 ans, c'est tenable, mais c'est pas raisonnable. Je dis, il faut se donner des objectifs parce que sinon, dans 15 ans, on sera toujours en train de se poser la question de savoir s'il faut faire comme ci ou comme ça. Mais je vais vous dire, peu importe. Alors, on va se tourner ensemble vers un autre monument en péril, Jean-Mathieu Pernin. Parce qu'avec vous, Jean-Mathieu, on va, comme chaque semaine, essayer d'aller un petit peu plus loin dans le débat. Et vous êtes consacré, vous êtes tourné vers ces monuments qui, en fait, sont sans cesse inachevés. Voilà, j'attends toujours 1 milliard de François Pinault, mais ça va arriver sûrement. Alice Zeniter, vous-même, quand on va parler un peu de bricolage, quand vous lancez des travaux chez vous, est-ce que vous êtes angoissé à l'idée que le chantier ne tienne pas ses délais ? Oui. Oui, ça, voilà, comme parce que c'est vrai que quand un artisan rend à temps, on est un peu stressé parce qu'on n'a pas l'habitude, c'est vrai. Et ça arrive même pour les monuments, en fait. Et ça, bien sûr, ceux qui le connaissent parfaitement, ce sont les habitants de Barcelone qui attendent toujours que leur fameuse basilique, la Sagrada Familia, soit terminée. Ça fait 100 ans, 100 ans, plus d'1 siècle qu'on leur promet finalement que ça soit terminé. Là, il y a un léger dépassement de délai puisque la première pierre a été posée en 1882. Donc, on a le temps, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, alors il faut dire qu'aussi, c'est vrai que c'est assez méticuleux la Sagrada Familia parce qu'il y a tellement de styles différents qu'il faut travailler. Mais quand même, il y a un moment, il va bien falloir que ça se finisse. Antonio Gaudí est mort maintenant depuis longtemps. Et les autorités catalanes ont justement posé une date, ça y est, c'est sûr, en 2026, pour le centenaire de la mort d'Antonio Gaudí, ça sera terminé. Et en fait, si ça prend autant de temps, c'est parce que l'argent met du temps à arriver. C'est un financement seulement de la part des fidèles et des visiteurs. Donc, c'est à peu près 13 à 20 millions par an. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que l'argent, c'est le nerf de la guerre concernant le patrimoine historique. Et c'est le cas aussi d'une la plus grande cathédrale du monde. Vous savez où elle se trouve, cette cathédrale ? Plus grande cathédrale du monde. Elle est à New York. À New York, en fait, c'est Saint Jean le théologien. Et ça, c'est depuis le 19e siècle. Ça ne termine pas. On met un chapiteau par-ci, on met des vitraux par-là, on bricole, on met une petite prise, une bougie. Mais bon, on n'arrive pas à trouver de financement assez stable. Donc, ça prend un temps fou, à tel point qu'en 1979, le maire de New York, pour apaiser un peu les tensions, a déclaré, écoutez, on me dit que les plus grandes cathédrales du monde ont mis 500 ans à être bâties. Nous, on en est à peu près dans les 100 premières années, donc on a le temps, comme quoi la patience, c'est le matériau le plus précieux dans un chantier. Mais aussi les monuments qui n'en finissent plus, ça ne concerne pas seulement les édifices religieux, puisque en Corée du Nord, c'est un hôtel qui n'en finit plus d'être construit. En 1989, dans un délire complètement mégalomaniaque, Kim Il-sung se dit que pour libérer le prolétariat, il faut aussi libérer le 5 étoiles. Eh bien, c'est pour ça qu'il décide de créer donc cet hôtel. Problème, c'est quand l'URSS s'effondre, la Corée du Nord se retrouve exsangue et se retrouve maintenant avec le monument du monde, le plus inhabité, le plus haut du monde. Il mesure 330 mètres. Il s'intitule le Reungyang Hotel. 330 mètres, il y a à peu près 3000 chambres et personne à l'intérieur. Voilà. Mais parfois, il paraît que le soir, on aperçoit quelques lumières qui s'allument comme ça. Qui est dedans ? On ne sait pas. Peut-être quelques fantômes. Fantômes de Kim Il-sung. Et oui, ça peut arriver. En tout cas, Alice Zeniter, si vous voulez vous lancer dans le cinéma, je sais que vous aimez le théâtre, peut-être le cinéma, pour faire un remake de Shining. Voilà, vous avez déjà un décor tout trouvé. Il est totalement inhospitalier. Donc n'hésitez pas. En tout cas, la Corée du Nord pourra vous le prêter. Mais c'est vrai qu'on se pose une question, François Chatillon. Est-ce que les monuments, finalement, ça doit être achevé ? Est-ce que ça ne peut pas toujours vivre ? Toi, je vois un projet de flèche, là. Oui, exactement. Est-ce que, finalement, il doit être achevé Précisément pas. C'est toujours inachevé, un monument. Mais oui, bien sûr. C'est comme la vie. Moi, je me demande s'ils doivent être restaurés aussi. Est-ce que porter la trace et d'un accident énorme est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, pas quelque chose qui est dommage dans le fait de gommer ça pour reproduire un avant, mais qui est du coup un faux avant. Et moi, votre question sur les 5 ans tendant vers les Jeux Olympiques, c'est vrai que je me la pose. C'est pourquoi on reconstruit à l'identique si ce n'est pour offrir aux touristes qui n'avaient pas eu la présence d'esprit de venir avant l'incendie, la possibilité de voir le Notre-Dame d'avant l'incendie. Il y en avait déjà beaucoup avant, puisqu'il y a 13 millions de visiteurs par an à Notre-Dame, qui est toujours d'ailleurs, jusqu'à présent, le monument le plus visité de France et l'un des plus visités d'Europe. Merci François Chatillon, Alice Zeniter. On reste ensemble et dans un instant, nous ouvrons notre débat qui va porter sur les ventes d'armes de la France à l'Arabie Saoudite et à l'Égypte, des régimes fort peu recommandable. Et puis la chronique de Marie Bonisseau, dont le regard va nous entraîner jusqu'en Chine. Mais d'abord, comme chaque samedi, Gaël Legras en va voir ailleurs ce qui se passe. Il nous raconte une histoire ou un personnage qui ont défrayé la chronique loin de chez nous. Et ce soir, nous partons aux États-Unis pour découvrir un candidat démocrate à la présidentielle plutôt atypique. On regarde.
États-Unis, les médias l'appellent la star montante, le chouchou des démocrates, la sensation du moment. Et pourtant, il y a quelques jours, peu de journalistes savaient prononcer son nom correctement. Pete Buttigieg. Pete Buttigieg. I am running for president. Dimanche dernier, Pete Buttigieg s'est déclaré candidat à l'investiture démocrate pour les présidentielles de 2020. Et depuis, selon le site d'information Vox, partout où l'on regarde, on voit Pete Buttigieg. Alors, pourquoi? Tout d'abord, il a le profil idéal pour séduire un large électorat. Il est jeune, 37 ans, diplômé de Harvard. Il a servi son pays en Afghanistan et se déclare chrétien, sans oublier, comme l'écrit le New York Magazine, qu'il possède 2 chiens et joue du foutu piano. Alors, quelle mère n'aimerait pas ce mec? Ajoutez à cela des attributs plus atypiques. Il est fils d'immigrés maltais, il est marié à un homme, il parle 7 langues étrangères, dont le français. La cathédrale de Notre-Dame, c'était comme un cadeau à l'espèce humaine. Et le norvégien, ce qui épate tout le monde. Norwegian, which he learned just so that he could read Norwegian books. Compare that to America's current president, who has read 0 books. Pete Buttigieg. Bref, la presse adore Pete Buttigieg et ça tombe bien car il a basé sa stratégie sur l'occupation maximale du terrain médiatique. Stephen Colbert, Bill Maher, Ellen DeGeneres. You've been married for 1 year and your husband would be the first gentleman. Yeah, he's right here. And Résultat, 5 jours après l'annonce de sa candidature à l'investiture démocrate, il se classe déjà 3e dans les sondages, derrière Joe Biden et Bernie Sanders. Seul petit bémol, cette semaine, le New York Times a gentiment égratigné la nouvelle star en titrant « Focus sur Pete Buttigieg ». D'abord le storytelling, les arguments politiques plus tard. Oui, mais puisqu'il sait tout sur tout, Pete Buttigieg connaît sans doute ce passage du Henri VI de Shakespeare. La gloire est comme un cercle dans l'onde qui va toujours s'élargissant jusqu'à ce qu'à force de s'étendre, il finisse par disparaître. Enfin, d'ici là, les sentiers de la gloire l'auront peut-être mené à la Maison-Blanche, qui sait. On verra ça, Gaël Legras, merci. On suivra évidemment attentivement la trajectoire de ce nouveau prétendant à la victoire contre Donald Trump. Pour la suite de l'émission, mais nous accueillons Marie Bonisso. Bonsoir Marie, Bonsoir. Bienvenue. On découvrira tout à l'heure votre photo de la semaine. Et cette semaine, c'est une photo On va aller sur Mars, mais à pied. Voilà, vous avez à pied sur Mars. Ouais, Ça va être long. À tout de suite, Omar Ouaman, grand reporter au service international de Radio France. Salut Omar. La France est donc le 3e vendeur d'armes au monde. L'Arabie Saoudite figure parmi ses principaux clients. On a appris cette semaine que ces armes étaient utilisées dans la guerre au Yémen. Alors pourquoi sommes-nous si bienveillants avec des régimes aussi peu fréquentables que l'Arabie Saoudite ou l'Égypte par exemple? Pour en débattre, nous accueillons Georges Malbruno. Bonsoir, vous êtes grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient, co-auteur notamment de cet ouvrage avec Christian Chesneau, Qatar Papers, comment l'Émirat finance l'islam de France et d'Europe, paru aux éditions Michel Lafon. Et à vos côtés, bonsoir Myriam Amelal, vous êtes journaliste à France 24 et vous présentez sur cette chaîne donc, le magazine Express-Orient qui est consacré à l'actualité politique et sociale du Moyen-Orient. Bienvenue à tous les deux. Tout de suite, Omar, pour ouvrir le feu, si j'ose dire. Vous êtes venu avec quelques éléments, un chiffre, une image, une phrase? Oui, on va commencer par l'image. L'image, c'est celle dans le désordre alors. Une image. Du président Abdel Fattah al-Sisi. Il gouverne son pays d'une main de fer depuis 6 ans et pourrait bien se maintenir au pouvoir jusqu'en 2030 après la réforme de la Constitution votée mardi. Accusé de graves violations des droits de l'homme par des ONG, le maréchal al-Sisi garde le soutien de la France au nom de la stabilité régionale et de la lutte contre le terrorisme. Un chiffre, 437 000, c'est le nombre de Yéménites potentiellement concernés, affectés par de possibles frappes de canon fabriquées en France et vendues à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. C'est ce que révèle un rapport classé confidentiel défense de la direction du renseignement militaire qui a fuité cette semaine. Une phrase, enfin, elle est signée Florence Parly, ce n'est pas la guerre de la France. Elle évoque évidemment la guerre qui se déroule actuellement au Yémen. Ces armes ne sont pas utilisées de manière offensive. Alors, si on comprend bien la ministre des Armées, la France vend des armes tout en espérant qu'elles ne soient pas employées pour faire la guerre. Georges Malbruno, bonsoir. Emmanuel Macron peut-il empêcher l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis d'utiliser ces armes au Yémen, notamment contre les civils ? Non, il ne peut pas empêcher notre allié saoudien et notre allié émirien d'utiliser ces armes. Simplement, il peut, en tout cas, il devrait, il doit le faire, essayer de faire en sorte que ces armes soient utilisées en faisant le moins de victimes possible.
l'Arabie Saoudite, de tout temps, on leur a vendu des armes. Hein. Ce qui est nouveau, c'est qu'on leur vendait beaucoup d'armes qu'ils n'utilisaient jamais, ce qui était très bien parce qu'on se rend compte qu'ils ne savent pas les utiliser. Et aujourd'hui, avec le nouveau prince qu'on voit, là, Mohammed bin Salman, qui a une posture guerrière, hein, eh bien, il les utilise et effectivement, il y a des victimes civiles. Et donc, effectivement, il faut essayer de convaincre nos alliés d'être de plus prudents possible, mais il ne faut pas s'étonner que lorsqu'on vend des armes, ces armes soient aussi utilisées. C'est ça qui surprend, Myriam Amellal. Quand on entend Florence parler, elle a l'air de découvrir qu'effectivement, nos clients utilisent les armes qu'on leur vend. Ce que j'ai lu, c'est qu'elle disait aussi qu'il n'y avait pas de preuve que ces armes avaient été utilisées à des fins offensives. Moi, ce que j'aimerais entendre, c'est qu'il y avait des preuves qu'elles n'aient pas été utilisées à ces fins-là. Ce serait beaucoup plus clair, parce que là, on a l'impression, pas vu, pas pris, c'est un peu hypocrite. Il faudrait peut-être aussi assumer. Ce serait déjà un premier pas. On vend des armes, c'est forcément qu'un jour, elles seront utilisées. Mais est-ce qu'il y a des crimes de guerre commis aujourd'hui au Yémen depuis 2015, depuis le début de la guerre, Jean-Jean Bruno? Il y a des crimes de guerre qui ont été commis. Il y a eu des frappes sur des hôpitaux, par exemple, qui ont été avérées, documentées. Ensuite, est-ce que la France a participé? Est-ce que nos canons ont été utilisés? On n'en sait rien. Mais moi, j'avais révélé l'an dernier qu'il y avait des forces spéciales françaises qui étaient aux côtés des Émiriens. On est en guerre, nos alliés sont en guerre, et donc, eh bien, quelque part, nous sommes aussi co-belligérants par procuration. Et c'est effectivement, votre question est intéressante parce que devant un tribunal international, on pourrait être accusé, tôt ou tard, de co-belligérance. Et c'est pour ça que vous avez les contorsions de Mme Parly qui dit armes offensives, défensives, etc. Ils sont gênés parce qu'effectivement, ils essaient de convaincre notre allié saoudien, mais Mohammed bin Salman est quand même relativement têtu et ne veut rien entendre. On sait très bien, tout le monde sait, y compris probablement lui, qu'il n'y a pas d'issue militaire à ce conflit, mais il est embourbé dans ce conflit et même les Américains lui disent il faut se calmer, mais bon, visiblement, ils n'arrivent pas à le convaincre. Mais Myriam Amellal, est-ce qu'on se met dans cette situation de dépendance uniquement pour des raisons commerciales, voilà, parce qu'on vend à ces pays-là, ou est-ce qu'il y a aussi une alliance géopolitique, notamment dans la lutte contre le terrorisme islamiste? C'est peut-être le cas plus pour l'Égypte que pour l'Arabie Saoudite, parce que l'Égypte, effectivement, c'est un pays qui est stratégique dans la région, dans le monde arabe. Si l'Égypte bascule, c'est une catastrophe pour l'Afrique et pour le Moyen-Orient. C'est un pays de presque 100 millions d'habitants. Il y a le conflit dans le Sinaï et on préfère miser sur un régime peut-être autoritaire, mais qu'on sait plus sûr. Il y a la frontière avec la Libye aussi. La Libye a beaucoup déstabilisé la région. Il ne faut pas en plus risquer une deuxième déstabilisation qui pourrait être catastrophique, non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour tout le Moyen-Orient. Donc il y a certains cas, oui, c'est stratégique. Doit-on ou pas continuer à vendre des armes à des régimes peu recommandables? Il y a d'autres pays européens, certains de nos partenaires qui se posent la question, parfois ils arrêtent, puis ils recommencent. Oui, ils tergiversent. C'est le cas de l'Espagne qui est revenue sur sa décision d'annuler la vente de 400 bombes à guidage laser vendues donc à Riyad. Joseph Borrell, alors Joseph Borrell, c'est le ministre espagnol des Affaires étrangères, il a justifié ce choix. Il a expliqué que ces bombes étaient extrêmement précises. On le regarde. Avec un minimum d'intelligence, n'importe qui peut comprendre qu'une arme programmée avec précision causera moins de dommages collatéraux qu'une bombe lancée au hasard. Myriam Amellal, faut-il une réponse commune de l'Europe, des 27, sur cette question de la vente d'armes à des régimes qui les utilisent contre les intérêts de civils, avec des victimes collatérales? Sans doute, mais on a vu que ça causait beaucoup de problèmes, notamment avec l'Allemagne, ça a créé des tensions. Oui, il faudrait probablement avoir une réponse, en tout cas plus claire et être en accord avec ses valeurs, oui. C'est difficile. C'est difficile d'avoir une position commune parce que pour nous, ce sont des marchés. Il ne faut pas se le cacher. L'Allemagne a donné des leçons, etc., a durci le ton. Après l'assassinat de Jamal Khashoggi. Mais on a appris que finalement, l'Allemagne, indirectement, par ses filiales à l'étranger, commerçait avec l'Arabie Saoudite. Donc voilà, donc effectivement, ce qui surprend, Omar, c'est qu'on a eu ces dernières années en France, depuis 2011, un discours sur le thème « on est vertueux maintenant », puisqu'on n'est plus du côté des dictateurs, on est du côté des révolutionnaires. Et puis soudainement, eh bien, on shift et on se retrouve effectivement du côté de dictateurs ou de gens qui ont une conception du pouvoir assez autoritaire. Et donc, effectivement, on se retrouve un petit peu dans la confusion. Les zénitaires, ça vous choque, tout ça? Cette hypocrisie, ces ventes d'armes, ce qu'on en fait, ce qu'on dit autour?
Je pense que oui, la question de l'hypocrisie me choque. J'ai même l'impression que je suis un petit peu dépossédée de mon droit de citoyenne. C'est-à-dire que non seulement... Alors après, il peut aussi y avoir donc des raisons, j'imagine bien, stratégiques et militaires qui font qu'on ne met pas tous les secrets des conflits sur la place publique. Mais à partir du moment où le gouvernement ne peut même pas expliquer aux citoyens pourquoi est-ce qu'on continue à faire ça, et moi j'aimerais qu'on me le dise. Si c'est de l'argent, si on considère que ça va créer un... C'est aussi des emplois. Des emplois en France. Voilà. C'est des emplois aussi. Je veux dire, on peut pas... 250 000 emplois. Oui, 250 000 emplois. Je veux dire, on vit. Je sais bien que c'est un peu dur à dire, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Pour le coup, Donald Trump, il est très transparent. Donald Trump, c'est un homme de deal. Il a dit aux Saoudiens, je fais 300 milliards de dollars de contrats avec vous et vous signez parce que c'est des emplois. Jean-Mathieu. Est-ce que cette critique qu'on entend toujours, l'opposition, avant d'être au gouvernement, toujours la même chose, c'est France, pays des droits de l'homme. Est-ce que par rapport à l'Allemagne, par rapport à d'autres, est-ce qu'il y a aussi ça aussi? Bien sûr, mais on est dépositaire. Le premier voyage de François Mitterrand, élu président de la République en 1981, ça a été où? En Arabie Saoudite, parce qu'on a besoin de l'Arabie Saoudite. Et si jamais on est dur, on est quelque part dépendant. Et si on est dur contre eux sur ces aspects-là, aujourd'hui, on a besoin de l'Arabie Saoudite sur la réforme de l'islam de France pour cette création entre le consulat d'Arabie et puis le Hajj. Voilà, donc, et puis pour endiguer l'influence de l'Iran également. L'Iran soutient les Houthis au Yémen. Contre l'Iran. J'aimerais ajouter aussi, on est dépendant et ils le savent. Ils le savent parfaitement. Donc moi, j'étais à Riyad et à Jeddah pendant la crise Khashoggi pour France 24. Et je peux vous dire que les premiers jours, on avait l'impression que tous les regards étaient sur l'Arabie Saoudite et qu'eux s'en foutaient complètement. Parce qu'ils se disaient, on ne pourra pas nous sanctionner, de toute façon, on a une telle force, ils savent qu'on est dépendant d'eux. Et ça aussi, c'est important parce que du coup, ça leur laisse une marge de manœuvre et ils se sentent il y a un peu une impunité qui s'installe. La position de la France est-elle tenable ? Oui, elle est tenable. On l'a vu quand même sur l'Égypte. Macron a quand même un peu durci le ton quand il est allé au Caire chez Sisi. Lequel Sisi vient de se prolonger quasiment jusqu'en 2030. Qui embastille allègrement beaucoup d'opposants. Emmanuel Macron lui a dit ouvertement, vous allez trop loin, etc. Parce qu'il y a un moment, effectivement, on nous a dit pendant longtemps, mais vous savez, on fait passer des messages en tête à tête, les présidents de la République, tout ça. On a vu que ça ne marchait pas. Mais est-ce qu'on peut faire autrement ? Oui, je crois quand même qu'on peut faire autrement pour montrer, ne serait-ce aussi à nos opinions publiques, et qu'il n'y a pas que des intérêts commerciaux quand même. Il y a aussi dans la diplomatie, des valeurs. Il n'y a pas que de la posture, il y a des valeurs aussi. Même moi, je suis un réaliste, mais il y a aussi des valeurs qu'on doit porter et assumer. Et c'est vrai que souvent, en général, ces valeurs, on les porte davantage quand on est dans l'opposition en campagne électorale. Une fois qu'on est au pouvoir, c'est... Et puis soutenir ces régimes, ça peut avoir des conséquences graves pour nous aussi, parce que soutenir l'Arabie Saoudite, un pays qui a aussi financé des groupes terroristes, ça a eu des conséquences pour la région et sur la France aussi. Donc il faut avoir une vision un peu plus à long terme. Et être lucide, effectivement, sur ces dangers-là. Merci à tous les deux d'être venus en débattre ce soir sur ce plateau. Marie, c'est à vous. On va changer de sujet avec votre photo de la semaine. Et ce soir, Marie, on va changer de région aussi, puisque votre photo, en fait, c'est une sortie scolaire, mais une sortie scolaire en Chine, c'est ça ? En Chine, oui. Je ne sais pas ce que font vos enfants le mercredi après-midi, s'ils ont piscine ou poterie. Mais en Chine, c'est beaucoup mieux en ce moment. Regardez, c'est la photo de la semaine. Ces petits écoliers chinois en rang, sagement, qui viennent d'atterrir sur Mars, ou quasiment. Sacrée sortie scolaire, quand même. Bah oui, quand même. Ouais. Je ne l'ai jamais fait, personnellement. En fait, en vrai, ils sont dans la province du Qingshui, c'est au nord-ouest de la Chine. C'est une région désertique très reculée, où il y a des roches rouges et puis des grosses différences de température entre le jour et la nuit. Ce serait la région du monde qui ressemblerait le plus aux conditions martiennes, en fait. Et du coup, c'est là que l'agence spatiale chinoise a décidé d'installer un camp de simulation de vie sur Mars. On s'appelle Mars Base One, je vous le tente pas en chinois. Et donc voilà, c'est un peu non, je le tente pas. C'est un peu vie ma vie de martien, ou plutôt vie ma vie de taïkonaute, comme on dit en Chine. Tout y est présenté pour simuler la vie sur Mars. Donc il y a 9 modules, il y a des chambres, une salle de contrôle, une serre, et les écoliers font des exercices pratiques, ils peuvent même y dormir. Ils se demandent comment faire pousser des patates sur Mars ou du blé, ou comment est-ce qu'on peut produire de l'énergie solaire. La cible, ça reste des jeunes et bientôt des touristes, même si certains scientifiques ont dit que peut-être il y aurait quelques expériences à y mener. Donc c'est quand même un gros projet qui a coûté 22 millions de dollars à la Chine. Pourquoi ? Pour passionner en fait la population à l'aventure spatiale. C'est vraiment le projet en ce moment. Il y a notamment un blockbuster cet hiver qui a été un carton historique en Chine. Ça s'appelait The Wandering Earth et ça montrait un groupe d'astronautes chinois qui essayaient de sauver la Terre d'un soleil en train de mourir.
Je ne vais pas vous faire tout le film, mais en tout cas, l'idée... Ne spoilez pas la fin, surtout, Marie. Les Chinois regardent vers les étoiles avant de passer aux choses sérieuses qui vont arriver très vite, puisque dès l'été prochain, donc juillet 2020, la Chine va tenter d'envoyer un véhicule téléguidé sur Mars, donc une sorte de robot Curiosity. Et puis dans 10 ans, à l'horizon 2030, ils se sont donné pour objectif de ramener des échantillons du sol martien, et ce, avant la NASA et nous, les Européens. Donc la course est lancée. On est quand même loin encore, je vous rassure, d'aller vraiment vivre sur Mars comme on a pu voir dans ce camp de base. Mais les petits écoliers s'en fichent. Ils ont déjà vu en gros à quoi ça ressemblait. Alizé Zénitaire, Mars, un beau sujet de roman, non? Vous qui vous intéressez aux jeunes, Moi, vous voyez des jeunes sur Mars. Je me suis intéressée beaucoup à la conquête de la Lune, puisque j'ai travaillé sur un projet avec un danseur qui s'appelle Aurine Camus, sur la folie de la Lune, sur les 12 hommes qui ont posé le pied sur la Lune. Il y en a une moitié qui est devenue folle, en fait, sombrée dans l'alcoolisme, hospitalisation psychiatrique, etc. Et il y a quelque chose dans l'impossibilité de revenir qui moi, me passionne. Et donc, c'est vrai que quand je pense à Mars, au-delà de la question de la découverte, je me dis, j'espère que ces gens vont être bien encadrés, parce que c'est pas facile de se réinsérer après l'espace. Je vous propose une autre découverte, un autre voyage. Promis, je vous promets, Alizé Zénitaire, on va en revenir, mais il est l'heure de retrouver les petits plaisirs de François Simon. Et ce soir, notre épicurien préféré va nous délivrer encore une leçon fort utile pour le week-end. Bien profiter de ses obsessions. Connaissez-vous le point commun entre cuisiner et planter un clou? C'est la dimension obsessionnelle. Lorsqu'on plante un clou, il ne s'agit pas de penser à autre chose. Il faut même triplement se concentrer entre la tête du clou, le museau du marteau et le mouvement du poignet. Et même en alignant ces trois éléments, il arrive parfois une chose très banale, on se plante, soi, et non le clou. La cuisine, c'est pareil. Certes, on peut faire trois choses en même temps. Faire rôtir la volaille, prendre son bain et répondre au téléphone. Mais notre recommandation ne saurait adhérer à ce genre d'empilage. Cuisiner appartient donc à ces instants choisis, dégagés où pour une fois on ne fera qu'une seule chose. Pour la porter non au summum, mais à l'intérieur de soi, en son sentiment. On s'aperçoit alors que l'obsession ouvre des champs généreux, insoupçonnés. On se met à arroser la volaille, surveiller les légumes, la profondeur de la sauce. On pense à ses amis, à la gaieté de la table, l'apaisement des lumières, la douceur des serviettes. Un repas mitonné, bien pensé, désiré n'a rien à voir avec un repas fait par-dessus la jambe. L'obsession, qu'elle soit en bricolage, à table ou en amour, est une sorte d'incantation, de montée en cheminée, bref, vouloir du bien à ceux qu'on aime. Eh ben, merci François Simon. C'est quoi vos obsessions, vous, Jean-Mathieu? Prenez-en de la graine. Non, je préfère pas savoir. Non, nous sommes en cœur à l'antenne. Allez. Merci mes amis, voilà, merci à tous. 28 minutes samedi, c'est fini pour ce soir. On va se quitter en musique avec un titre que vous avez choisi. Alizé Zénitaire, qu'est-ce que vous avez choisi? Range Life de Pavement, qui est un chef-d'œuvre de nonchalance. Et ben voilà, la nonchalance le week-end. Quoi de mieux? Merci. Dans un instant, sur l'antenne d'Arte, un documentaire qui retrace la longue et passionnante relation entre le cheval et les hommes. On se retrouve lundi à 20h05, mais aussi, bien sûr, samedi prochain à la même heure. Tchuss!